Le peuple vietnamien a été la première victime de cette guerre, le plus long conflit du XXe siècle. Pour beaucoup de soldats américains, c'était une guerre juste. Ils se battaient pour défendre leur patrie, leur famille et la planète tout entière du communisme. Ces hommes ont-ils été floués? Pour la première fois, grâce à la télévision, une guerre débarquait dans les foyers du monde entier. Les images diffusées alors sur le petit écran resteront à jamais gravées dans les mémoires. La guerre du Vietnam a été le détonateur d'un mouvement de protestation qui devait changer le monde. Pour tous ceux qui ont survécu à cette guerre, elle continue, chaque jour, encore et toujours. Nous n'aurions jamais pu gagner contre les Vietnamiens, à moins de les tuer tous jusqu'au dernier bébé. Nous n'aurions jamais pu en venir à bout. Tout ce que je savais des Viet Cong, c'est qu'ils étaient petits, jaunes, qu'ils avaient les yeux bridés et qu'on allait leur botter le cul. Oui, plusieurs fois ils nous ont battus presque à mort. Nous étions certains de remporter l'ultime victoire. Ce combat, nous l'avons gagné à main nue. Venus d'Amérique, de France, d'Allemagne, des centaines de journalistes relaient ce conflit. La guerre du Vietnam est la première guerre télévisée de l'histoire. Chaque soir, le monde entier peut en suivre les derniers soubresauts. Comme en 1968, à Saigon, le jour du Nouvel An vietnamien, l'une des dates les plus sanglantes de la guerre. Gert Ruge est alors le correspondant au Vietnam de la première chaîne de télévision allemande. Hier ist eine Nacht lang von den VC gekämpft worden. Sie hatten das Dorf besetzt, am Ausgang von Saigon. Dann haben sie hinter uns die Tankstelle gesprengt an diesem Morgen, als die Vietnamesen schon glaubten, sie seien längst draußen. Und nun kommen immer wieder die Helikopter, um die südvietnamesischen Truppen zu unterstützen. Mais la guerre du Vietnam avait commencé bien avant l'invasion des Américains. Dans les rues d'Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, de nombreux bâtiments rappellent l'époque de la colonisation française. Les Français gouverneront le pays pendant près d'un siècle. Le Vietnam fait alors partie de ce que l'on appelle l'Indochine française. Les colonisateurs apportent aux Vietnamiens l'art de vivre à la française. À l'époque, quand j'étais petit, j'allais à l'école Thabert, qui se trouvait tout près de la cathédrale Notre-Dame. Et je me souviens que chaque lundi, tous les élèves se regroupaient devant le portail et dans la cour de l'école pour chanter. Saluons le drapeau de la France. Saluons le drapeau de la France. Pour les colons, tout va bien, mais pas pour les Vietnamiens. Ce sont les colonialistes qui sont les maîtres. Par exemple, j'allais dans un cinéma de quartier. Un jour, moi, j'ai vu un soldat français de l'armée coloniale qui a voulu s'asseoir en face de l'écran. Et il y avait un Amien qui était déjà installé. Alors, il a pris le Vietnamien, il lui avait dit « Pousse-toi, va-t'en que je me mette là ». Le Vietnamien, comme le Vietnamien ne bougeait pas, le Français l'a pris par le col, puis il l'a jeté dehors avec un coup de pied au derrière. C'est comme ça que certains Français traitaient. Bois exotiques, caoutchouc, sel, riz, opium. Pour la puissance coloniale française,
le Vietnam est une source de revenus très lucrative. Pour les Vietnamiens, en revanche, les conditions de vie sont rudes. Sous la domination française, le pays est tout bonnement saigné à blanc. La résistance s'organise contre l'empire colonial. Mais la France entend bien conserver sa colonie, coûte que coûte. Le révolutionnaire Ho Chi Minh fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Le Viet Minh contre l'armée française, c'est un peu David contre Goliath. Le peuple vietnamien se prépare au combat. La piste Ho Chi Minh, empruntée par la guérilla, devient célèbre dans le monde entier. Ho Chi Minh avait parcouru le monde dans ses jeunes années. À Paris, il s'était découvert une passion pour la Révolution française, le concept de liberté, égalité, fraternité, mais aussi pour la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1946, le Viet Minh entre en guerre ouverte avec la puissance coloniale française. Pendant des mois, Français et Vietnamiens s'affrontent à Dien Bien Phu, une bataille décisive. Les Français ne s'attendaient pas à une telle pugnacité de la part des Vietnamiens. En 1954, la défaite de Dien Bien Phu sonne le glas de la colonisation française en Asie. Les soldats français sont envoyés dans des camps de prisonniers. La guerre a fait près d'1 million de morts. C'est la première grande défaite française. Ça, il faut le dire, parce que les Français ignorent totalement ça. Et c'est la première fois que l'armée populaire vietnamienne démontrait, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh avait dit « Nous allons appeler notre armée l'armée populaire ». L'armée populaire a gagné la guerre. Les Vietnamiens pensent avoir enfin remporté le droit à l'autodétermination. Mais ce n'était qu'une bataille. Leur guerre de libération était encore à venir. Signés quelques mois après Dien Bien Phu, les accords de Genève divisent le pays en deux. Le Sud-Vietnam avec pour capitale Saigon, en dessous du 17e parallèle. Et au-dessus, le Vietnam du Nord, dont Hanoï est la capitale. Ho Chi Minh, qui n'avait pu empêcher cette partition, se retire dans le Nord. L'ancienne frontière qui passe au-dessus du fleuve Ben Hai est devenue un monument national. En pleine guerre froide, le 17e parallèle constitue une ligne de front entre l'Occident capitaliste et le bloc communiste à l'Est. Vietnamiens du Nord et Vietnamiens du Sud ont des modes de vie diamétralement opposés. Au Nord, les grands cultivateurs de riz ont été expropriés. L'agriculture est collectivisée. Hanoï dans les années 50. Ho Chi Minh a proclamé la République démocratique du Vietnam, régime communiste à parti unique. Son objectif ? Réunir le Nord et le Sud. Ho Chi Minh est très aimé des Vietnamiens, y compris de ceux du Sud. Saigon, la capitale du Sud. Depuis la colonisation française, la cité vit au rythme de l'Occident. Conseillers militaires, agents, hommes politiques et espions y défilent. Saigon est alors célèbre pour ses nightclubs, ses bars et ses femmes dociles. Les États-Unis ont placé à la tête du Sud-Vietnam un homme complaisant, le président Ngo Dinh Diem, une marionnette au service de l'Amérique. Viscéralement anticommuniste, il doit faire de son pays un rempart contre les Rouges du Nord. Mais la situation devient de plus en plus insurrectionnelle au Sud. Les manifestations d'étudiants et de bouddhistes se multiplient. Le président Diem est un catholique pratiquant, ce qui attise les conflits dans un pays où la population est majoritairement bouddhiste.
Conforté par son clan familial et notamment sa belle-sœur Madame Nou, il gouverne avec cruauté, par la corruption et le népotisme. En juin 1963, ces images font le tour du monde. Des moines bouddhistes s'immolent par le feu en pleine rue pour protester contre le gouvernement Diem. Madame Nou a le mauvais goût de tourner ce drame en dérision. J'ai participé à la première manifestation contre Madame Nou, qui s'était moquée de l'immolation par le feu des moines bouddhistes. Elle avait appelé ça un barbecue de bonzes. Cela nous avait terriblement choqués, et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser au Vietnam. Mais à l'époque, nous n'étions qu'une poignée. À l'époque, Tom Hayden est l'un des fondateurs du Students for a Democratic Society, les étudiants pour une société démocratique. Son engagement contre la guerre du Vietnam fera de lui une icône du mouvement pour la défense des droits civiques aux États-Unis. En dépit des premières protestations, la Maison-Blanche prépare la guerre au Vietnam. Des conseillers militaires sont envoyés dans le pays. Le ministre de la Défense américain, Robert McNamara, fait tant et si bien qu'au printemps 1964, l'armée sud-vietnamienne dispose d'un armement massif pour écraser le soulèvement des communistes dans le pays. Au cours de l'été 1964, le destroyer américain Maddox croise devant les côtes nord-vietnamiennes, dans le golfe du Tonkin. Dans l'après-midi du 4 août, il rapporte plusieurs attaques ennemies. Cela faisait longtemps que les Américains cherchaient un prétexte pour frapper militairement le nord communiste. Bien que ces attaques aient été inventées de toutes pièces, le président Lyndon Johnson se présente devant le Congrès américain. My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Le 5 août 1964, la superpuissance américaine lance les premiers bombardements massifs sur le Nord-Vietnam. Conséquence, l'Union soviétique et la Chine envoient elles aussi des armes et des conseillers militaires. La guerre des blocs a commencé. Une guerre qui n'avait jamais été déclarée. Si les Américains avaient eu une autre image du Vietnam, ils auraient été sceptiques. Ils se seraient dit « Mais pourquoi ces petits bateaux attaqueraient un porte-avions sachant parfaitement qu'ils risquent d'être bombardés en représailles ?» Je pense que dans notre culture raciste, l'idée que les Vietnamiens étaient bien capables de nous faire ça était largement répandue. Nous étions les victimes. Les États-Unis étaient le pays à plaindre et eux les agresseurs. La propagande mensongère de Washington sur la prétendue agression nord-vietnamienne se répand comme une traînée de poudre dans la société américaine. Sur l'ampleur des bombardements, le gouvernement américain donne peu d'informations à l'opinion publique. Prise sous le feu croisé de la manipulation et de la pratique du secret, la majorité des Américains trouve cette guerre justifiée. J'ai grandi dans les années 50-60 avec cette peur typiquement américaine du communisme. Selon la propagande dont on nous abreuvait, les communistes étaient des individus abjects qui allaient envahir le monde et nous prendre tout ce qu'on possédait. Il y avait beaucoup de propagande à la télévision, et notamment une carte du monde où la Russie était coloriée en rouge. Et ce rouge faisait tache d'huile jusqu'à recouvrir toute la planète. Cette image illustrait la conspiration communiste prête à envahir le monde entier. À l'école, les enfants apprennent comment se protéger en cas de frappes aériennes communistes.
Quand j'avais 20 ans, c'était bien vu d'aller au Vietnam pour tuer des communistes. Et moi, j'y suis allé pour tuer des communistes. Je ne me serais jamais porté volontaire pour quoi que ce soit d'autre. En mars 1965, 3500 Marines débarquent à Da Nang, une ville portuaire située dans le sud du Vietnam. Ils seront les premiers. De nombreux autres suivront. Ces hommes ne connaissent rien du pays et de son histoire. On leur a seulement dit qu'ils allaient se battre pour une cause juste. Et que les Vietnamiens les accueilleraient à bras ouverts. L'opération Rolling Thunder est censée ramener le Nord-Vietnam à l'âge de pierre, à grands coups de bombe. J'étais intimement convaincu que nous étions le meilleur pays de la planète, que tout le monde voulait être comme nous, et que nous avions le droit d'attaquer d'autres pays pour qu'ils deviennent comme nous. L'Amérique avait gagné la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les vainqueurs, nous sommes les plus forts du bloc, nous pouvons battre n'importe qui. Nous savons ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et Dieu est à nos côtés. Voilà ce qu'on se disait, et on le pensait vraiment. C'est poussé par le goût du risque et le désir de s'acquitter de leurs devoirs patriotiques que Scott Camille et Fred Whitehurst partent faire la guerre au Vietnam. Pour la plupart des Américains, le Vietnam est un pays totalement inconnu. Ils sont persuadés qu'ils vont gagner cette guerre, qu'elle sera brève, d'un coup raisonnable et peu meurtrière. Ils vont vite déchanter. Avant d'aller au Vietnam, je ne savais même pas où c'était. Quelque part à côté de la Chine. Je ne savais vraiment pas. Et au camp d'entraînement, le fait que je ne sache rien sur ce pays et sa culture n'intéressait personne. J'étais là pour devenir soldat, porter un fusil et mettre cette nation sous le contrôle des États-Unis. L'armée transforme donc de jeunes gens aventureux en véritables machines à tuer. Au camp de formation, ils te cassent. Ils détruisent le civil qui est en toi pour faire de toi un marine. Personne n'a eu à me faire un lavage de cerveau. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est me rendre réceptif à leur discours. Ils nous disaient « Le peuple vietnamien a été la première victime de cette guerre, le plus long conflit du XXe siècle. Pour beaucoup de soldats américains, c'était une guerre juste. Ils se battaient pour défendre leur patrie, leur famille et la planète tout entière du communisme. Ces hommes ont-ils été floués? Pour la première fois, grâce à la télévision, une guerre débarquait dans les foyers du monde entier. Les images diffusées alors sur le petit écran resteront à jamais gravées dans les mémoires. La guerre du Vietnam a été le détonateur d'un mouvement de protestation qui devait changer le monde. Pour tous ceux qui ont survécu à cette guerre, elle continue, chaque jour, encore et toujours. Nous n'aurions jamais pu gagner contre les Vietnamiens, à moins de les tuer tous jusqu'au dernier bébé. Nous n'aurions jamais pu en venir à bout. Tout ce que je savais des Viet Cong, c'est qu'ils étaient petits, jaunes, qu'ils avaient les yeux bridés et qu'on allait leur botter le cul.
Oui, plusieurs fois ils nous ont battus presque à mort. Nous étions certains de remporter l'ultime victoire. Ce combat, nous l'avons gagné à main nue. Venus d'Amérique, de France, d'Allemagne, des centaines de journalistes relaient ce conflit. La guerre du Vietnam est la première guerre télévisée de l'histoire. Chaque soir, le monde entier peut en suivre les derniers soubresauts. Comme en 1968, à Saigon, le jour du Nouvel An vietnamien, l'une des dates les plus sanglantes de la guerre. Gert Ruge est alors le correspondant au Vietnam de la première chaîne de télévision allemande. Hier ist eine Nacht lang von den VC gekämpft worden. Sie hatten das Dorf besetzt, am Ausgang von Saigon. Dann haben sie hinter uns die Tankstelle gesprengt an diesem Morgen, als die Vietnamesen schon glaubten, sie seien längst draußen. Und nun kommen immer wieder die Helikopter, um die südvietnamesischen Truppen zu unterstützen. Mais la guerre du Vietnam avait commencé bien avant l'invasion des Américains. Dans les rues d'Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon, de nombreux bâtiments rappellent l'époque de la colonisation française. Les Français gouverneront le pays pendant près d'un siècle. Le Vietnam fait alors partie de ce que l'on appelle l'Indochine française. Les colonisateurs apportent aux Vietnamiens l'art de vivre à la française. À l'époque, quand j'étais petit, j'allais à l'école Thabert, qui se trouvait tout près de la cathédrale Notre-Dame. Et je me souviens que chaque lundi, tous les élèves se regroupaient devant le portail et dans la cour de l'école pour chanter. Saluons le drapeau de la France. Saluons le drapeau de la France. Pour les colons, tout va bien, mais pas pour les Vietnamiens. Ce sont les colonialistes qui sont les maîtres. Par exemple, j'allais dans un cinéma de quartier. Un jour, moi, j'ai vu un soldat français de l'armée coloniale qui a voulu s'asseoir en face de l'écran. Et il y avait un Vietnamien qui était déjà installé. Alors, il a pris le Vietnamien, il lui a dit « Pousse-toi, va-t'en que je me mette là ». Le Vietnamien, comme le Vietnamien ne bougeait pas, le Français l'a pris par le col, puis il l'a jeté dehors avec un coup de pied au derrière. C'est comme ça que certains Français traitaient. Bois exotiques, caoutchouc, sel, riz, opium. Pour la puissance coloniale française, le Vietnam est une source de revenus très lucrative. Pour les Vietnamiens, en revanche, les conditions de vie sont rudes. Sous la domination française, le pays est tout bonnement saigné à blanc. La résistance s'organise contre l'empire colonial. Mais la France entend bien conserver sa colonie, coûte que coûte. Le révolutionnaire Ho Chi Minh fonde la Ligue pour l'indépendance du Vietnam. Le Viet Minh contre l'armée française, c'est un peu David contre Goliath. Le peuple vietnamien se prépare au combat. La piste Ho Chi Minh, empruntée par la guérilla, devient célèbre dans le monde entier. Ho Chi Minh avait parcouru le monde dans ses jeunes années. À Paris, il s'était découvert une passion pour la Révolution française, le concept de liberté, égalité, fraternité, mais aussi pour la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. En 1946, le Viet Minh entre en guerre ouverte avec la puissance coloniale française. Pendant des mois, Français et Vietnamiens s'affrontent à Dien Bien Phu, une bataille décisive. Les Français ne s'attendaient pas à une telle pugnacité de la part des Vietnamiens. En 1954, la défaite de Dien Bien Phu sonne le glas de la colonisation française en Asie.
les soldats français sont envoyés dans des camps de prisonniers. La guerre a fait près d'1 million de morts. C'est la première grande défaite française. Ça, il faut le dire, parce que les Français ignorent totalement ça. Et c'est la première fois que l'armée populaire vietnamienne démontrait, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh avait dit « Nous allons appeler notre armée l'armée populaire ». L'armée populaire a gagné la guerre. Les Vietnamiens pensent avoir enfin remporté le droit à l'autodétermination. Mais ce n'était qu'une bataille. Leur guerre de libération était encore à venir. Signés quelques mois après Dien Bien Phu, les accords de Genève divisent le pays en deux. Le Sud-Vietnam avec pour capitale Saigon, en dessous du 17e parallèle. Et au-dessus, le Vietnam du Nord, dont Hanoï est la capitale. Ho Chi Minh, qui n'avait pu empêcher cette partition, se retire dans le Nord. L'ancienne frontière qui passe au-dessus du fleuve Ben Hai est devenue un monument national. En pleine guerre froide, le 17e parallèle constitue une ligne de front entre l'Occident capitaliste et le bloc communiste à l'Est. Vietnamiens du Nord et Vietnamiens du Sud ont des modes de vie diamétralement opposés. Au nord, les grands cultivateurs de riz ont été expropriés. L'agriculture est collectivisée.